On est de retour dans la grande édition de TV7, c'est l'heure de notre grand débat et ce soir on va parler d'une alternative méconnue au procès. Il s'agit de la médiation, cette solution qui permet de résoudre à moindre coût des litiges sans passer par une procédure judiciaire souvent longue et coûteuse. Pour en parler, j'accueille 3 invités. D'abord, maître Isabelle Raffard, vous êtes avocate et vice-présidente de Bordeaux Médiation. Bonsoir. Bonsoir. Morgane Da Silva, vous êtes responsable de la Maison de la Communication à Bordeaux et parmi les activités proposées, il y a un service de médiation pour trouver des solutions à l'amiable. Bonsoir. Bonsoir. Et également avec moi, Cécile Desponces, vous êtes présidente de la CPME en Gironde. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors j'en ai brièvement parlé, mais la médiation, Morgane Da Silva, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la médiation, ça fait partie des modes amiables de règlement des différends. Donc ça permet de créer un espace sécurisé et sécurisant pour les personnes qui sont en conflit. Ça permet de rétablir le dialogue, de faire en sorte que les personnes se parlent et communiquent, de clarifier leurs besoins. Souvent, ils ne savent pas vraiment de quoi ils ont besoin, donc on permet de clarifier ça, on accompagne ce processus et enfin on les aide à trouver à co-construire finalement des solutions pérennes, exécutables et adaptées à chacun d'entre eux. Souvent, quand il y a un conflit, les parties pensent immédiatement au procès. Quels sont les avantages, maître Raffard, par rapport à un procès classique ? Alors, les avantages de la médiation par rapport à un procès, puisque comme vous l'avez dit, le premier réflexe était effectivement, et culturellement en France particulièrement, de se tourner quand on pense problème, litige, on va évidemment devant le juge pour le résoudre. Et quand on va voir un avocat, l'habitude était effectivement de préparer un procès. Aujourd'hui, vous nous avez demandé tout à l'heure quelle était la définition de la médiation. Je rappelle, puisque nous avons une actualité législative récente qui nous le dit, que la médiation est un mode légal de résolution des litiges. C'est un mode ancien, mais qui est tout à fait prévu par la loi et qui permet aujourd'hui aux justiciables finalement d'avoir une double possibilité. C'est-à-dire on peut résoudre un problème soit judiciairement, soit amiablement, mais sans pour autant s'éloigner totalement du monde judiciaire. Donc l'intérêt en fait d'une médiation par rapport à un procès, les avantages classiquement connus sont que compte tenu de l'état de dégradation de ce grand service public, comme tous les autres services publics d'ailleurs, de la justice qui souffre d'un manque de personnel et de moyens, on a vu, et moi je suis avocate depuis 20 ans, j'ai vu se dégrader cette situation, où pour obtenir une décision de justice aujourd'hui, il y a des délais extrêmement importants. On a entre 2 et 3 ans d'avoir une première décision, puis en appel 3 ans derrière, donc des contentieux qui deviennent très longs, coûteux forcément, puisque en plus, au-delà des frais de justice, eh bien, il y a l'aggravation de la situation qui n'est pas réglée pendant 5 ou 6 ans, ce qui représente un coût également. Et donc, l'intérêt principal de la médiation, c'est déjà un raccourcissement des délais, puisque la médiation, même judiciaire, a des délais qui étaient 6 mois maximum et qui viennent d'être étendus à 8 mois maximum aujourd'hui. Donc déjà, c'est une réduction de délai, ce qui est très important pour les gens de voir une solution à leurs problèmes plus rapide. Plus court, ça veut dire aussi moins cher aussi comme procédure ? Oui, et c'est pour ça que j'insistais sur le coût. Il n'y a pas que le coût de la justice, il y a le coût de la lenteur de la justice, parce que quand vous avez un procès sur un immeuble ou dans une situation où vous attendez des indemnisations, eh bien, il y a des coûts induits aussi au fait que cette procédure dure très longtemps. Donc ça fait partie du coût. Après, l'intervention d'un médiateur est payante, à la différence du juge. Donc c'est parfois ce qui pose difficulté en disant la justice est gratuite, entre guillemets, le juge en tout cas est gratuit, la médiation est payante. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit être pris en compte pour dire qu'on ne peut pas faire de la médiation dans tous les domaines puisque ça suppose un financement. Donc il y a aussi un autre mode assez proche de la médiation, même si c'est différent, qui est la conciliation, qui elle est gratuite. Cécile Desponces, vous représentez la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. En quoi la médiation elle est applicable à des litiges dans le monde économique ou dans le monde du travail ? Déjà, elle fait partie du monde du travail. Le chef d'entreprise fait indirectement de la médiation tous les jours au sein de son entreprise. Le conflit, pour lui, c'est forcément une source d'arrêt et le chef d'entreprise a l'habitude de chercher des solutions. Donc la solution de la médiation, c'est une solution au même titre que le procès. Il y a des moments où on ne peut pas éviter, mais la médiation fait partie des outils à disposition. Ça peut être entre 2 salariés, ça peut être entre 2 associés, entre un manager, un salarié. La médiation est un outil qui, de plus en plus, intervient au sein des entreprises.
Morgane Da Silva, c'est applicable à tout type de litige, à tout moment, la médiation? On a un panel assez large dans les modes amiables. On a la conciliation, l'arbitrage, la médiation. Non, c'est pas applicable dans tous les dossiers, mais même si c'est applicable dans un large panel des dossiers. Vous avez des exemples pour qu'on... Isabelle aussi peut en témoigner. Les dossiers où il y a de la violence, c'est pas adapté. Les dossiers pénals, correctionnels, les dossiers aussi où les personnes ne sont pas de bonne foi, puisque en médiation, il faut être volontaire. C'est un processus volontaire où on accepte aussi de pouvoir faire un pas vers l'autre. Donc ça, bien sûr, on aide les personnes qui sont en conflit, qui sont pas forcément au début dans ces dispositions-là, on les prépare à justement pouvoir envisager cette négociation et ce pas de côté. Mais évidemment, il y a des personnes qui n'en sont pas capables et dans ce cas-là, la voie judiciaire est pour eux. Comment se situent les avocats par rapport à cette solution? Est-ce qu'ils y voient une approche complémentaire ou à l'inverse, plutôt quelque chose qui leur fait de l'ombre parce qu'ils concurrencent leur savoir-faire? Alors, je dirais que ça dépend des avocats. Il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui se forment au mode amiable, puisque, je le rappelle, vraiment, c'est très important de le comprendre, la médiation, c'est aussi du droit. C'est un mode légal, c'est un contrat. Et ça vient d'être rappelé par le décret de juillet de cet été. Du 31 juillet 2025. En fait, et pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller en médiation partout? On ne peut pas. On ne peut y aller que dans les domaines dans lesquels les droits ont la libre disposition de leurs droits, justement. Donc, c'est toute la matière contractuelle. On ne peut pas y aller en pénal, on ne peut pas y aller en état civil, on ne peut pas y aller partout où il y a de l'ordre public sur lequel on ne peut rien faire. Donc, tout ce qui peut se négocier peut aller en médiation. Donc ça, c'est important. Et donc, les avocats, il y a ceux qui ne sont pas du tout formés, effectivement, qui ont une réticence parce qu'ils ne connaissent pas encore, mais ils sont de plus en plus rares, puisque ça fait partie de nos obligations professionnelles aujourd'hui. L'article 6 du règlement intérieur, qui est notre constitution d'avocat, puisque c'est une profession réglementée, nous impose aujourd'hui d'envisager avec nos clients le règlement amiable dans toute situation qui nous est présentée. Ça veut dire qu'on est censé examiner nos dossiers avec nos clients et de voir quelle est la solution la plus adaptée. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui que l'amiable devient une stratégie aussi. C'est une stratégie juridique. On regarde quels sont les intérêts, les inconvénients dans telle situation. Et si c'est dans l'intérêt de notre client, on va vers l'amiable parce que c'est son intérêt. Je rajouterais même, si vous me permettez, l'avocat est indispensable en médiation. À la Maison de la Communication, on travaille en collaboration avec les avocats. Et quand l'avocat est aidant et accompagne son client dans la médiation, on a un accord systématique et en plus qui est exécuté dans un délai très rapide. Quand l'avocat peut être bloquant ou n'est pas convaincu du processus de médiation, on a affaire on va dire, à une médiation qui échoue. Dans le monde de l'entreprise... On peut même rajouter qu'aujourd'hui, il y a même au niveau de la justice des juges qui amènent à la médiation. Encouragent la médiation. Bien sûr, tout à fait. Et dans le monde de l'entreprise, est-ce que les dirigeants de PME sont réceptifs, sont enclins à se servir de la médiation pour résoudre un conflit avec leurs salariés, par exemple, ou leurs fournisseurs? Comme je vous ai dit, c'est un outil. Et la médiation a cette force, ça a été rappelé par mes camarades ici présentes. On peut l'utiliser. Alors, il y a la médiation judiciaire, comme ça a été dépeint, mais ça confère. En fait, c'est une question. La médiation, elle peut intervenir à tout moment d'un conflit interpersonnel. On traite de l'humain et on traite de l'émotion. Donc, la médiation professionnelle, les chefs d'entreprise commencent à y faire forcément appel. C'est encore à la marge parce que ça fait des années qu'on pense procédure, mais il y a effectivement la problématique de la justice qui aujourd'hui ne peut pas engranger tout ça. Et puis on est dans un contexte économique où vous ne pouvez pas vous permettre, il y a déjà beaucoup de variables, à vous retrouver une procédure qui va vous plomber sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. S'il y a une possibilité d'en sortir, et d'en sortir par le haut finalement, parce que, comme l'a rappelé Madame Da Silva, l'objectif c'est de sortir de là de façon apaisée par les deux parties, puisqu'on accompagne en fait. On n'est pas là pour les négocier, ni pour les amener sur un terrain, on est là pour faire indirectement accoucher, Socrate accoucher les esprits, mais là on les amène à accoucher la solution qui leur convient. Je m'adresse à toutes les trois. Parfois, les problèmes ne peuvent pas être résolus selon le droit. Est-ce que vous avez des exemples de cas où on a abouti à une solution plus créative,
qu'on n'aurait pas pu avoir via un recours judiciaire. Est-ce que vous avez un exemple ? Oui. Dans une médiation, je voudrais juste ajouter par rapport à la justice, le juge souvent propose en effet la médiation quand il sent finalement qu'il y a une possibilité entre les parties d'avoir une solution justement créative ou différente que le droit ne peut pas, on va dire, résoudre. Donc le juge, il est aussi là pour orienter ses dossiers. Et d'ailleurs, il y a l'ARA maintenant qui a été créée où les juges deviennent médiateurs dans certains dossiers. Donc la justice œuvre vraiment, que ce soit du côté des avocats ou des juges, pour le développement de la médiation. Pour répondre à votre question, dans le cas où un mur, par exemple, un conflit entre voisinage et un mur est construit sur la parcelle du voisin, le juge n'a pas d'autre solution en droit que de dire il faut détruire le mur s'il est prouvé que le mur est construit au mauvais endroit. Alors qu'en médiation, on peut envisager un dédommagement, on peut envisager une solution différente qui va satisfaire les deux parties, puisque finalement, peut-être que la personne sur laquelle est décalé un peu le mur, c'est pas vraiment ça le problème. Donc souvent, on s'aperçoit que le litige qui émerge est pas forcément le conflit. C'est-à-dire que il y a des solutions autres qui peuvent être envisageables si les personnes dialoguent et se comprennent finalement. L'une des limites de la médiation, c'est que souvent la solution qui est décidée, c'est qu'elle n'a pas la force exécutoire d'une décision de justice. Comment on fait pour qu'elle soit respectée ? Alors justement, c'est là où aujourd'hui le ministère de la Justice et la loi se sont emparés aussi, depuis quelques années maintenant, mais développent considérablement aujourd'hui le rapport entre médiation et amiable et la force exécutoire qui est donnée au jugement. Et donc aujourd'hui, vous avez la possibilité qui existe depuis longtemps, mais tout a été recodifié cet été de façon extrêmement claire pour inciter justement et rassurer, en fait donner une sécurité justement qui manquait un petit peu au mode amiable, puisque finalement les gens allaient vers le juge parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ce qu'ils ont fait dans leur coin avec un médiateur puisse être vraiment exécuté, y compris par la force si nécessaire. Et donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire homologuer devant un juge l'accord qui a été trouvé devant un médiateur. Et il y a différents degrés facilités pour avoir cette force d'un jugement. C'est exactement la même valeur qu'un jugement. Mais quand vous passez avec des avocats, il y a en plus des passerelles qui facilitent cet accès, puisqu'il suffit, quand l'acte a été conclu avec des avocats, d'aller directement au greffe pour avoir un titre exécutoire, sans même avoir besoin de faire une procédure. Donc c'est vraiment une facilitation, une volonté de reconnaissance en fait de l'intérêt de ces modes amiables. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de préciser, qui est quand même essentiel. Qu'est-ce qui distingue vraiment les modes amiables des modes judiciaires traditionnels ? C'est un mode qui est horizontal et ascendant et non pas descendant. La décision de justice, elle est imposée par un juge, que vous soyez d'accord ou pas, la décision va s'appliquer, elle va s'imposer à vous, même si finalement ça ne vous convient pas. Parce que ça arrive aussi, qu'on fasse un procès, on obtient une décision qui n'est pas du tout ce qu'on voulait. Donc l'intérêt de la médiation, c'est justement de co-construire une solution avec l'autre partie qui corresponde exactement à ce dont vous avez besoin et envie. Et donc c'est la grande différence, c'est que jusqu'à ce que l'accord soit conclu, vous êtes libre de parler, de négocier, et si la solution qui est trouvée vous convient à tous les deux, eh bien ça peut devenir un jugement, mais qui est construit par les parties. Pendant longtemps, est-ce que ça a pu être un frein pour certains salariés quand ils avaient un litige avec leurs employeurs de ne pas avoir justement cette force exécutoire ? Est-ce qu'ils avaient peur de se tourner vers la médiation ? Non, c'est pas envisagé comme ça, parce qu'effectivement, les actes de médiation au sein des entreprises, Madame Da Silva l'a dit sur l'exemple des contribuables sur le mur, souvent, ce qui est identifié comme un conflit par les personnes qui sont en conflit, en démarrant une médiation, on s'aperçoit que la problématique est peut-être pas celle qui est énoncée au départ. Donc en fait, on commence déjà par apaiser et les amener à véritablement prendre conscience de où est la problématique. Donc c'est par rapport à un salarié vis-à-vis de son chef d'entreprise, une médiation, elle peut aussi intervenir après un lancement de procédure. Donc c'est juste une question de timing et de moment où elle est proposée. Je dirais même, au centre aujourd'hui, on a directement des salariés qui nous appellent. C'est-à-dire qu'ils nous appellent pour mettre en place
des échanges, des négociations dans le cadre des ruptures conventionnelles ou ruptures amiables. Et ça, c'est pour remettre un équilibre entre des parties qui sont à la base plutôt justement déséquilibrées entre l'employeur qui est forcément en position de force et le salarié. Oui, parce que j'ajouterais pour préciser, il n'y avait pas de médiation en droit du travail jusqu'à il y a quelques années puisque c'était interdit, justement dans cette idée qu'il y avait une inégalité des forces en présence et que la médiation, parce que c'est un contrat, suppose une égalité entre les parties, ou en tout cas une capacité de liberté du consentement. Et donc, maintenant, c'est admis. J'ai amené une variable sur la position de force dans un cadre social, entre un litige entre un patron et un salarié. On a quand même des conventions collectives et une réglementation qui fait que le patron est en position de force, oui, mais pas autant qu'on peut l'imaginer. Donc, j'ai envie de dire, c'est que de l'humain. Et que ce soit le chef d'entreprise ou le salarié, la démarche d'aller essayer de trouver un conflit apaisé, c'est forcément plus positif parce que c'est une sortie non pesante. Un conflit, c'est violent. Donc forcément, on n'en a pas envie. On va vers là quand on est vraiment acculé au mur, quelque part. Ça contribue à faire le deuil de la relation. Exactement. Aussi. Si c'est pas le monde des bisounours, la médiation, hein. On ne dit pas que les gens repartent, alors ça arrive très souvent que les gens repartent en se serrant la main, mais ça permet d'apaiser et de tourner la page, que ce soit dans les successions familiales, que ce soit dans les relations. Là où la relation doit être préservée, la médiation, c'est la solution. Dans le cadre de l'entreprise, on conseille, et en tant que médiateur, on conseille aux personnes de se faire accompagner. Donc, il y a des représentants syndicaux qui peuvent accompagner les salariés, ils peuvent se faire aussi accompagner de conseils. Donc, c'est pas déséquilibré comme... on veille, en tout cas, le médiateur veille à ce que ça soit équilibré et équitable. Dans le cadre juridique, dans la médiation professionnelle, c'est une posture un peu différente. On est contractuellement, mais on est en posture de neutralité vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis du salarié. Et comment gérer une situation où l'une des parties soit dissimule des informations, soit ment? Tout ça peut biaiser le processus. Comment on fait pour avoir une espèce d'équilibre, justement, et de la sincérité? Alors, je dirais qu'on n'a pas de pouvoir magique en tant que médiateur, on n'a pas de pouvoir d'investigation ni autre de cet ordre, mais pas plus que le juge, je vous dirais, en matière civile, hein, qui est finalement limité avec ce qu'apportent les parties. Mais en médiation, je dirais que cet inconvénient est minimisé parce qu'en réalité, l'accord va porter sur ce qui est mis sur la table. Si la personne dissimule des informations, eh bien, j'ai envie de dire que tant pis pour elle. Enfin, quelque part, il n'y aura pas une totalité de la situation qui sera envisagée. Et voilà, il n'y a pas plus. Mais je dirais que ce n'est pas tellement différent du processus judiciaire. Hein. Le droit de la preuve est un peu le même. Vous, en tant qu'avocate, il n'y a pas parfois une schizophrénie à se dire que devant un procès, on défend son client, alors qu'en cas de médiation, on essaye de trouver un équilibre entre son client et puis la partie adverse. C'est vrai que c'est un apprentissage, hein, d'où la formation nécessaire, parce que quand on est avocat, alors on peut avoir des missions de médiation, c'est là encore prévu, hein, parce que c'est une profession réglementée, avocat, à la différence de médiateur, pour lequel la formation est exigée. Quand on est avocat, on ne devient médiateur, comme tout médiateur normalement, qu'après 200 heures de formation, qui vise notamment à acquérir cette posture de tiers, que n'est pas l'avocat au départ, qui, lui, est partial du côté de son client. Mais je dirais que finalement, moi, ayant cette expérience avocate depuis 20 ans et médiatrice depuis bientôt 10 ans, je vois bien, je suis tout à fait capable de faire la différence. Et j'ai quand même, par mon travail d'avocat, une expérience de la totalité du litige, puisque certes, je défends une partie, mais je vois bien l'autre en face. Et donc, l'intérêt, comme médiatrice en tout cas, ce que je perçois moi comme intérêt personnel, c'est de retrouver cette entièreté et de me dire, voilà, j'essaie d'aider les gens à apaiser une situation et donc leur intérêt global et commun, et non pas une seule partie. Mais finalement, l'intérêt d'une partie, c'est aussi de voir apaiser sa situation. Donc on peut être avocat et conseiller la médiation, et c'est tout à fait compatible avec l'obligation de respecter son intérêt. Je dirais même qu'au contraire, c'est aidant d'avoir un avocat qui comprend la médiation et qui est pro-médiation, puisque Maître Raffard ne va pas accompagner ne va pas jouer la médiatrice pour les deux parties. Elle va accompagner son client en médiation, ou alors elle va être médiatrice dans un dossier où elle n'a pas de client. Donc, au final, elle peut changer de casquette
La posture de neutralité est respectée. Justement, j'allais venir sur la question des compétences, de la neutralité du médiateur. Ce qui m'a donné envie de faire ce débat, c'est parce que la Maison de la Communication a ouvert une antenne à Bordeaux mi-juillet, une autre à Pau le 10 septembre. Et parmi les activités que vous proposez, il y a justement un service de médiation avec des médiateurs professionnels. Comment on devient médiateur ? Est-ce que tout le monde peut l'être ? Comment ça se passe ? Alors, comment on devient médiateur ? Déjà, le Conseil national de la médiation a rendu finalement des normes, enfin des choses, des recommandations, voilà. Donc il faut au moins 200 heures de formation, il faut pouvoir justifier de 10 heures de formation continue tous les ans, il faut pouvoir se faire superviser aussi, faire de l'analyse de pratique. Donc ça, c'est des prérequis indispensables. Après, en effet, il y a des métiers, comme disait Maître Raffard, qui se prêtent à être plus médiateurs que d'autres. Nous, parmi les médiateurs de la Maison de la Communication, nous avons des avocats médiateurs, des notaires médiateurs, des experts médiateurs, des mandataires judiciaires médiateurs, des commissaires de justice médiateurs. Donc voilà, après, ça nous permet d'avoir, on va dire, un panel de médiateurs qui vont pouvoir intervenir dans les dossiers. On n'est pas conseiller, on tranche pas en tant que médiateur. Donc on n'a pas besoin finalement de connaître. On n'a pas besoin de connaître. On a besoin de connaître la culture ou l'enjeu pour certains dossiers. Donc connaître l'univers, ce qui se joue, peut être important dans certains dossiers. Donc on peut aller piocher comme ça et faire de la comédiation, donc permettre d'avoir deux personnes, un médiateur qui maîtrise l'aspect communication et un médiateur qui vient amener aussi son expertise, mais pas en tant que tel dans le dossier, pas en tant que conseil. Cécile Desponces, comment on choisit un médiateur adapté à la nature du litige ? En fonction de ses compétences, en fonction de sa neutralité, en fonction du ressenti personnel aussi, du feeling ? Alors, comme toute relation, forcément, si on en connaît, ça marche. Mais en règle générale, un médiateur, si c'est une de ses relations qui lui demande d'intervenir, il va orienter vis-à-vis de quelqu'un d'autre pour garder cette posture de neutralité, parce que ça ne marche pas. À partir du moment où on connaît une personne, on a naturellement envie de prendre parti pour la personne que l'on connaît. C'est affectif, c'est logique. Donc, en règle générale, il y a cette recommandation. Après, tout dépend effectivement le type de litige, la problématique. Si on est sur un cadre qui engendre une procédure, effectivement, il ne faut pas oublier le cadre légal. Là où je rejoins en plus Mme Da Silva, c'est que un médiateur, il a besoin du recul et du regard pour pouvoir continuer. La formation est extrêmement importante. Elle n'est pas importante, elle est importante pour le médiateur. Elle n'est pas importante pour la tierce personne qui va là-haut en face, mais véritablement pour que le médiateur puisse travailler sa posture, la manière dont il va rentrer en interaction avec, comment il va positionner, le ramener pour pouvoir lui-même apaiser chaque partie avant de faire en sorte qu'ils puissent se parler et s'échanger. Donc c'est vraiment c'est une formation qui est directement liée à sa posture personnelle vis-à-vis de soi-même. Bon, eh bien ce sera le mot de la fin puisqu'on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Merci à vous également pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Léa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. À 19h45, Xavier Sauta et Mathieu Demange vous attendent ensuite pour Vino Veritas. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.